Bonjour à tous et merci Guillaume de nous laisser nous exprimer ce matin pour l'introduction de ce webinaire de GeoGrandEst, donc sur la production collaborative de données. Je m'appelle François Lacombe, je représente l'association OpenStreetMap France qui est en charge de la promotion des usages du projet donc libre et mondial de cartographie OpenStreetMap ici en France. Et je vais avoir l'occasion de vous expliquer quelles sont les organisations et les données que nous produisons dans le cadre de ce projet. Alors, si on s'intéresse déjà en premier lieu à qu'est-ce que OpenStreetMap, alors c'est un projet qui a démarré en 2004, qui a été créé par Steve Coast, qui s'apercevait donc à cette époque que les données géographiques allaient devenir un sujet extrêmement stratégique et qu'il n'était pas question de laisser ça entre les mains que de quelques entreprises. Et donc il fallait créer une plateforme aussi ouverte et simple que possible sur laquelle tout le monde allait pouvoir contribuer. Donc c'est véritablement une base de données topologique qui nous intéresse aujourd'hui. Topologique parce que si on rentre légèrement dans la technique, on y ajoute un tout petit nombre de primitives géographiques, des points, des chemins, des zones, sur lesquelles on vient apposer des attributs qui viennent véritablement marquer la différence entre un arbre et une place de parking par exemple, sont les attributs qui viennent marquer cette différence et qui nous permettent ensuite de proposer trois grands types de services, notamment les rendus graphiques, les cartes glissantes que vous connaissez certainement, les services de géocodage pour la gestion des adresses notamment, et puis le routage pour calculer des itinéraires. Mais après, la richesse de l'écosystème réside aussi dans les usages des consommateurs, ceux qui viennent puiser dans les données de cette base pour en produire d'autres services, une multitude de services à valeur ajoutée. Alors depuis 2004, la communauté n'a cessé de croître, puisque on a passé le 6 millionième contributeur en janvier de cette année, pour des usages qui se développent de plus en plus. Si on regarde en termes de gouvernance, comment ça s'organise, parce que y a quand même des points très très intéressants dans l'organisation de la communauté. On a d'abord une fondation de droit britannique qui représente la marque, qui fournit les moyens de contribution basique, la base de données et l'API, qui permet à la communauté de contribuer. Mais évidemment, les 6 millions de contributeurs dont je parlais juste avant ne sont pas membres de ces organisations, de la fondation, mais aussi des chapitres locaux, comme OpenStreetMap France, qui est établi en France. On voit sur cette carte qu'il y a un certain nombre d'associations qui représentent la fondation au niveau local, 8 actuellement, principalement basés en Europe, mais aussi des groupes locaux qui sont eux sur les 5 continents, qui viennent animer la communauté. Ce sont les gens finalement qui s'organisent entre eux, puisque il y a très très peu de bureaucratie. Évidemment, la fondation ou les chapitres locaux ne donnent pas de règles forcément sur la contribution. Il n'y en a que très très peu, des principes très simples de vérifiabilité et de licence. On ne peut pas utiliser des données sous copyright. Mais sorti de ça, c'est la communauté qui s'auto-saisit des sujets qui l'intéressent et qui guide finalement sa contribution, ce qui donne quelque chose d'assez riche. On le voit dans les statistiques de contribution, puisque quand on regarde au niveau mondial de quoi est composée cette communauté, on voit déjà que le nombre de membres enregistrés, là pris début janvier, ne cesse de croître. C'est une croissance linéaire depuis longtemps maintenant. On a beau avoir dépassé 6 millions de membres, on continue à recruter. De plus en plus de gens s'intéressent à ce que produit le projet, aux perspectives qu'il offre. Et donc à ce titre, de plus en plus de gens viennent contribuer. Quand on regarde ceux qui sont déjà contributeurs, comment ils contribuent, alors il y en a eu par exemple, évidemment les 6 millions de membres ne contribuent pas à chaque instant, en permanence. Il y en a que seulement, je dirais, 4000 qui ont contribué ces dernières 24 heures, avec notamment 2200 qui ont téléchargé plus de 15 nœuds. Vous vous souvenez dans la base de données des nœuds, des chemins, le nœud reste un indicateur très important, donc il y en a 2200 qui en ont fait plus de 15, avec... Par contre, sur les 7 derniers jours et les 30 derniers jours, des statistiques plus grandes évidemment, puisque c'est respectivement 16 300 membres et 40 000 membres qui ont contribué sur le mois dernier, avec un contexte aujourd'hui un peu particulier,
puisque en étant en confinement évidemment, ce sont des périodes propices pour une contribution à distance, pour des gens qui cherchent à être utiles hein, aussi, donc on a plus de temps, et c'est vrai que là les gens s'investissent de manière encore plus massive. Ce qu'on voit, c'est que la contribution se fait aussi majoritairement en semaine, contrairement à ce qu'on pourrait penser. On a plus d'un tiers de contributeurs en plus la semaine que le week-end. Vous le voyez sur la deuxième courbe, avec 4000 le week-end et 6000 contributeurs quotidiens par jour. Et puis également, on voit cette hausse hein, naturelle sur les 7 et 30 derniers jours, évidemment, avec la croissance qui est traduite par la contribution hebdomadaire. Si on se focalise maintenant un peu plus sur la France, au niveau national, la communauté française se situe au troisième rang par rapport à un ordre. Hein. Je dirais que le classement n'est pas forcément ce qui est important, il est par contre révélateur de la manière dont on contribue. Donc il est vrai qu'en France, avec les quelques 265 membres quotidiens, on se situe en dessous des États-Unis et de l'Allemagne, qui au maximum ont 500 personnes qui contribuent par jour. Donc il y a une démarche d'animation évidemment à mener pour favoriser cette contribution toujours plus, de sorte à pouvoir tenir la base à jour. Hein, c'est un réel enjeu là-dessus. Alors plus de détails sur cette collaboration en France. On retrouve la typologie de contribution hebdomadaire avec un focus qui est mis en semaine, hein, où on retrouve ce rapport d'un tiers en plus la semaine. Mais là, si on regarde un peu plus les nœuds créés, vous imaginez sur 24 heures, 45 000 nœuds qui ont été téléchargés dans la base de données. Donc vous imaginez, au bout d'une semaine, au bout d'un mois, au bout d'une année, ce que ça peut représenter. Si vous voulez en avoir une idée pour voir un peu le volume que ça représente en direct, vous avez un site, un live.openstreetmap.fr, auquel vous pouvez vous connecter et vous rendre compte en temps réel des contributions qui sont faites et de comment la communauté réagit là-dessus. Alors, la promesse de ce projet, c'est véritablement de casser des silos, de manière bienveillante, hein, bien sûr, parce que comme toute plateforme, on va apporter des choses, des avantages, si possible, à nos institutions, aux organisations et puis finalement aux citoyens, parce que ces synergies qui sont trouvées dans les différentes contributions de nos contributeurs, eh bien, permettent à tout un tas de dispositifs, de pratiques, d'évoluer, de trouver de nouvelles données et à jour. Et c'est dans cette mesure hein, qu'on espère pouvoir offrir un large panel d'éventail. Bon, tout ce que je vous ai expliqué, c'est une belle promesse, mais maintenant je vais vous montrer un peu comment ça se passe, parce qu'on est principalement guidé par le terrain. Il faut savoir qu'au début, on partait d'une feuille blanche, hein, il y avait rien, donc il a fallu tracer des routes, il a fallu tracer des chemins, le bâti, etc. Et on a commencé par collecter des traces GPX, donc des géométries retraçant un itinéraire suivi avec un GPS. Et on les a téléchargés dans la base de sorte à pouvoir commencer à dessiner quelques routes. Et puis après, ça s'est développé, on a eu des premiers outils thématiques sur lesquels les utilisateurs pouvaient se focaliser sur un domaine de contribution en particulier. Et puis un concept dont vous avez certainement entendu parler, la cartopartie, où un groupe d'utilisateurs se retrouve sur le terrain à la recherche d'objets propres à une thématique, ou tout simplement pour améliorer la cartographie d'un lieu en particulier. Je soulignais dans le même temps la disponibilité de données de plus en plus nombreuses en ligne pour contribuer de chez soi, sans avoir forcément à se déplacer sur le terrain. Ça reste la plupart du temps nécessaire parce qu'il faut confirmer ce qu'on voit sur les données en ligne hein, et recouper. Mais on note par exemple le très bon partenariat signé avec l'IGN et renouvelé l'année dernière à l'occasion de notre conférence annuelle, qui met à disposition gracieusement la BD Orthos. C'est une aide inestimable, je dirais, sur la contribution, parce que la qualité de ces images nous permet largement de compléter la base, c'est certain. Mais aussi la DGFIP avec le cadastre, hein, qui dès 2009, il me semble, nous donnait l'autorisation de contribuer en nous appuyant sur les planches cadastrales pour le bâti. Et puis les nombreux jeux de données ouverts, de plus en plus nombreux d'ailleurs, et les photos libres disponibles sur Mapillary. Donc ce sont autant d'outils finalement qu'on utilise pour produire le contenu dont il s'agit. Et ce contenu, le voici. Ce que propose OpenStreetMap, c'est donc des données, je dirais, uniquement statiques, sans changement dans le temps, mais surtout vérifiables sur le terrain. Tout ce que nous ajoutons à la base est visible sur le terrain, doit l'être, c'est un des principes fondateurs de nos contributions. Donc là, vous voyez un double numérique hein, de la gare de Nancy,
dans lequel on a pu retracer l'emplacement des voies, des quais, des équipements, ainsi que le bâti, toute la logistique urbaine autour de cela, parce que c'est vraiment l'optique de produire ce double numérique qui nous anime, pour ensuite bâtir là-dessus. Alors c'est pas le seul sujet de collaboration qui nous anime, parce que comme je l'ai dit, la base de données fonctionne avec des attributs, et vu qu'il n'y a pas forcément de décideur unique dans la direction de ces attributs, il y a un principe aussi qui existe, c'est ce qu'on appelle le anytag you like, c'est-à-dire que tous les utilisateurs peuvent utiliser les termes qui leur semblent les meilleurs pour décrire les objets, et donc à ce titre, la communauté s'autosaisit de problématiques. Et puisqu'il faut bien s'entendre sur une forme de standard pour avoir des rendus cohérents entre la France et les États-Unis, l'Asie, il faut avoir des termes partagés. Donc pour ça, il y a tout un processus qui a été mis au point depuis le début du projet, pour lequel on commence par une expérimentation, on commence par utiliser les termes sur quelques objets, et puis après on le formalise, on écrit des propositions, on fait voter et on discute du contenu de ces documents, de la pertinence des termes qu'on peut utiliser dans la base de données. Et à l'issue du vote, il y a une harmonisation qui est décidée, la plupart du temps au niveau mondial, quand on le peut, puisque l'intérêt c'est bien d'avoir ce même langage, pouvoir décrire des objets de la même façon, d'un endroit à l'autre dans le monde. Et ça, c'est le deuxième sujet collaboratif sur lequel la communauté s'anime. En termes d'usage, ce qu'on peut dire, c'est que les trois usages que je vous présentais au début, entre les rendus cartographiques, le géocodage et le routage, ils se déclinent dans plusieurs domaines. Et le premier, c'était évidemment, au départ, la cartographie routière. On cherchait à produire un double des rues. Donc il est normal qu'aujourd'hui, ça s'exprime pleinement dans le domaine de la mobilité et des déplacements. Mais il y a eu aussi une révélation, qui est celui de la gestion de crise. La communauté est particulièrement pertinente pour fournir des données lors de situations dégradées ou de crise aux secours qui se trouveraient sur place, comme par exemple pendant le séisme d'Haïti, où les secours sont arrivés sans cartographie, sans moyen de déceler les poches de victimes potentielles, et en très peu de temps, la communauté leur a fourni un jeu cartographique extrêmement précis, beaucoup plus précis que ce qu'ils pouvaient avoir, et ça se renouvelle régulièrement. La communauté est animée, dès qu'une catastrophe se produit, on active les utilisateurs et ils vont cartographier des endroits comme ça dans le monde. Et puis après, d'autres domaines, notamment dans le tourisme, la randonnée, la signalétique, beaucoup de cartographie graphique, des plans de ville, mais aussi la gestion de l'industrie. On a des entreprises qui viennent utiliser notre plateforme et y placer des données propres à leur fonctionnement, qui sont toujours vérifiables. Par exemple, Amazon décrit ses entrepôts, ses parcours logistiques, et ça fait une belle mise en valeur, parce qu'eux-mêmes peuvent trouver un retour à tout ça, qu'on trouve également dans les domaines émergents de la ville intelligente et de la gestion des infrastructures, dans lequel, sans plateforme, on ne pourra pas bénéficier de ces innovations. Il ne sera pas possible de tirer un réel parti de toutes ces avancées, et on a véritablement besoin de données cartographiques, et là, le travail collaboratif est également pertinent. Le troisième sujet dans lequel la communauté intervient, c'est le développement logiciel, puisque je vous l'ai expliqué, la fondation ne fournit que la base de données principale et l'API qui permet de contribuer. Le reste de tout ce qui se trouve sur ce slide est véritablement développé de manière bénévole par des tiers. Donc pour ce qui est notamment des éditeurs, du contrôle qualité qui sont très importants pour contribuer, mais aussi des logiciels de rendu et de dessin graphique pour les cartes glissantes, le dashboarding, les API de requête qui doivent faire face à des quantités de données toujours plus grandes pour donner des réponses, et les outils thématiques. Tout cela est développé par une communauté là aussi de plus en plus nombreuse, et c'est le troisième pilier sans lequel il ne serait pas possible d'atteindre les objectifs qui ont été donnés au départ et de rendre le projet si pertinent. L'image finale que je voulais vous donner, c'est celle-ci, notamment les avantages qu'on peut tirer du crowdsourcing. Parce que vous l'avez compris, aujourd'hui, on a véritablement deux parties, celle de gauche, celle des pros, qui travaillent, qui font de l'information géographique depuis des années, et puis celle de droite, la communauté de bénévoles qui s'investit et qui produit également des choses très intéressantes, toutes deux munies de leurs standards respectifs. Et je trouve qu'on oppose trop souvent les deux. Ce n'est pas une bonne chose, puisque à gauche comme à droite, on a des usages qui se développent les mêmes. À droite, on a aussi des professionnels qui s'investissent dans OpenStreetMap et dans d'autres projets collaboratifs. Et il faut tenir compte de ça, parce que la sensibilité de chacun rend véritablement les choses très riches.
les uns comme les autres peuvent trouver des avantages communs à gommer ces fameux silos dont je parlais tout à l'heure. Donc par notamment les données ouvertes, de gauche vers la droite, hein, les professionnels ouvrant leurs données, permettant aux bénévoles d'y accéder, mais aussi dans l'autre sens où les bénévoles et la diversité de la communauté produisant des données qui sont utiles aux professionnels, qui peuvent trouver un retour. Et en France, on a beau être en avance hein, sur l'open data, je trouve qu'on ne tire pas encore parti assez de ce retour potentiel qu'on peut trouver dans la synergie entre les deux parties. Et c'est véritablement à creuser, c'est ce à quoi on va s'attacher dans les prochaines années, je pense, et il faut vraiment s'en occuper dès maintenant. La dernière image que je voulais vous montrer, c'est quelque chose d'un peu atypique, c'est pas une carte routière que vous avez l'habitude de voir, c'est le plan du réseau électrique qu'on est arrivé à consolider dans OpenStreetMap et qu'on consolide toujours encore aujourd'hui, qu'on complète, tant sur le plan attributaire que sur le plan géographique, hein. Et j'aime à dire que ça se finit par se voir depuis la Lune. Donc gardez cette image en tête et vous allez voir que dans les années qui viennent, ça va continuer dans plein d'autres domaines à se développer comme cela. Je vous remercie de votre attention. Du coup, je me ferai un plaisir de répondre à vos questions si vous en avez. Dans cette attente, n'hésitez vraiment pas à nous contacter pour qu'on échange hein, sur les différentes problématiques qu'on peut avoir ensemble. Et j'espère à bientôt.